Les conférences du Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première conférence à distance, mais en direct, avec Gilles Vergnon, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Institut de sciences politiques, qui est notre voisin habituellement, mais qui se trouve présentement à Valence. Moi, je suis au Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation, où nous présenterons, quand nous serons rouverts, une exposition intitulée « Une étrange défaite », dont Gilles Vergnon est le commissaire, et il a accepté de nous donner cette conférence sur les représentations et la mémoire, ou les mémoires, de la défaite de 1940. C'est un de ses sujets de prédilection. Gilles a beaucoup travaillé sur les idées politiques, notamment les idées de la gauche, mais aussi sur les discours politiques. Donc je pense que c'est un sujet qui sera abordé au cours de cette conférence. Et donc on est ensemble pour environ une heure, petite heure, au cours de laquelle on va essayer de tirer au clair les idées peut-être un peu courtes qu'on a dans la tête, ayant vu tous, bien sûr, la 7e compagnie, mais ça ne s'arrête pas là, Gilles. Non, ça ne s'arrête pas là, donc merci Isabelle pour cette introduction dans des conditions qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Donc pour introduire un peu mon propos de ce soir, donc on aurait dû, en mai-juin 2020, donc il y a quelques mois, au cœur de la première phase de la crise du Covid, commémorer une séquence d'une très grande importance dans l'histoire de France, une séquence qui va du 10 mai au 25 juin 1940, qui est celle d'un immense désastre, l'astre noir de la France au XXe siècle, qui emboîte en quelques semaines un désastre militaire, un exode massif de population et l'effondrement d'un régime. Cette défaite n'a pas de précédent dans l'histoire contemporaine et elle est à l'origine d'une mémoire traumatique, d'un véritable écran noir alimenté tant par le cinéma de fiction que par le cinéma documentaire. Alors peut-être avant de revenir sur le souvenir ou la mémoire qu'on a de cette défaite, faut-il commencer par rappeler de quoi il s'agit. Qu'est-ce que la défaite de 1940 ? C'est ce que les Britanniques et les Américains appellent « Fall of France », la chute de la France. Et je crois que cette expression désigne bien ce dont il s'agit, c'est l'effondrement de la digue principale, la seule peut-être, des démocraties en Europe et de l'armée française qui en était le glaive. Bien plus que l'armée britannique. Je vous rappelle qu'en 1940, l'armée britannique n'a en France que 13 divisions, c'est-à-dire à peu près 450 000 hommes, soit beaucoup moins qu'en 1916 ou qu'en 1918, où 4 millions de soldats de l'Empire britannique étaient au front. Et cette défaite de la France va créer un vide politique, un vide stratégique et un vide politique qui va être occupé de différentes manières. Dès juillet 1940, quelques semaines après l'armistice, Hitler fait mettre à l'étude le plan d'invasion de l'Union soviétique et c'est le 31 juillet, à Berchtesgaden, qu'il lance le processus qui, dit Hitler, doit aboutir à la liquidation de la Russie au printemps 1941. Et évidemment, ce plan d'invasion de la Russie, ou l'Union soviétique plutôt, était impensable, inimaginable sans la défaite de la France. Septembre 1940, c'est aussi le moment où le Japon exerce d'énormes pressions sur les autorités françaises en Indochine et il va obtenir d'elles l'installation d'aérodromes militaires japonais au sud du Vietnam actuel, dans la région de Saigon, et c'est de là que partiront les avions japonais qui couleront en décembre 1941, un peu plus d'un an après, 2 fleurons de la flotte britannique, un cuirassé et un croiseur de bataille qui vont être envoyés par le fond au large de la Malaisie. Mais l'automne 1940, c'est aussi le moment où le gouvernement des États-Unis rétablit la conscription, c'est-à-dire un service militaire obligatoire en temps de paix,
et met à l'étude un plan de mobilisation des forces américaines. Et donc, on peut dire, pour résumer tout cela, que l'effondrement de la France ouvre la route de la guerre mondiale, autant à l'est de l'Europe en rendant possible l'invasion de l'Union soviétique, autant qu'en préparant également le retournement du Japon vers ses plans de conquête de l'océan Pacifique. Et quelque part, je dirais que l'enjeu de ce conflit et l'enjeu d'une éventuelle défaite de la France avait été très bien compris par l'état-major français. Vous avez un livre récent qui est paru d'un jeune historien qui s'appelle Simon Quatros. Son livre est paru sous le titre « La guerre inéluctable, les chefs militaires français et la politique étrangère ». Et il cite deux notes de Gamelin qui n'étaient pas complètement dénuées de lucidité. Gamelin écrit en mars 1938 que l'enjeu de ce conflit sera le statut de la France comme grande puissance européenne. Et en décembre 1938, il dit « La prochaine guerre sera une guerre de longue durée, d'où résultera le sort du monde entier qui sera progressivement englobé. » Donc l'enjeu mondial d'une éventuelle défaite de la France avait été bien vu. Alors évidemment, il faut aussi rappeler comment on en est arrivé là, avant de voir quelle est la mémoire de cette défaite. D'abord, il faut dire, pour expliquer cette défaite, que la guerre qui s'engage en 1939 et qui oppose donc le Royaume-Uni et la France à l'Allemagne nazie, la Pologne étant défaite en quelques semaines, la guerre s'engage avec des contraintes qui sont très supérieures à celles de 1914. Il n'y a pas d'allié de poids à l'Est comparable à ce que pouvait représenter l'Empire russe. L'engagement britannique sur terre, j'ai donné les chiffres tout à l'heure, est beaucoup plus faible que pendant la Première Guerre mondiale. Il y a, à la différence de 1914, des menaces italiennes, voire espagnoles, l'Italie fasciste, l'Espagne de Franco, qui obligent l'armée française à maintenir des troupes de couverture le long de ses frontières. Et enfin, il faut aussi parler de démographie. La population française est très inférieure à celle de l'Allemagne. Je rappelle que la France, c'est 40 millions d'habitants. L'Allemagne nazie, après l'annexion de l'Autriche et de la région des Sudètes, c'est près de 80 millions d'habitants. Donc, c'est la possibilité de mobiliser des forces très supérieures en nombre ou de les renouveler si elles ont subi des pertes. Ajoutons encore que la population française est vieillissante. Pour mobiliser en septembre 1939 4 200 000 soldats, ce qui est un effort tout à fait remarquable, il a fallu faire appel à 29 classes d'âge différentes, c'est-à-dire qu'on a mobilisé jusqu'à la classe 1910. Et donc, par conséquent, vous avez un tiers des soldats français qui ont plus de 40 ans et 600 000 seulement qui ont moins de 25 ans. Or, en Allemagne, pour mobiliser des effectifs identiques, il suffit de mobiliser quelques classes d'âge et donc avoir une armée beaucoup plus jeune. Alors, évidemment, ces conditions défavorables sont en partie compensées par l'apport des troupes coloniales, sur lequel comptent beaucoup les états-majors français et britanniques, et c'est aussi compensé par le fait que la France se prépare à une guerre longue, une guerre d'attrition, comme disent les militaires, où finira par jouer la supériorité des économies alliées et la possibilité qu'elles ont, quasiment sans limite, d'acheter des armes, du matériel, des matières premières aux États-Unis. Il suffit de les acheter, de les emporter. C'est un peu comme le click and collect, mais ça s'appelle cash and carry à l'époque. Vous payez vos armes aux États-Unis, vous les emportez, et comme les marines de guerre britanniques et françaises sont maîtresses des océans, elles n'ont aucun problème pour se fournir aux États-Unis, ce que l'Allemagne nazie ne peut évidemment pas faire. Donc ça, c'était la compensation. Et les plans de l'état-major franco-britannique sont très simples. Il faut attendre 1941 pour envisager une offensive générale contre l'Allemagne nazie. Et je dirais que tout le calendrier de Gamelin est indexé sur une montée en puissance des forces alliées, l'achat d'armements modernes qui font défaut aux États-Unis, et on sera en possibilité de passer à l'offensive au printemps 1941. Et en attendant, si l'adversaire attaque, on l'attend de pied ferme, moins sur la ligne Maginot, comme c'est dit souvent, en fait ce n'est pas le cas, on l'attend en Belgique, comme en 1914, dans la plaine belge, et on lui livrera une bataille de rencontre qui aura le double avantage de se dérouler dans un territoire extérieur au territoire français et de se dérouler sur un terrain que l'on connaît déjà relativement bien. Et il faut le dire, cette prévision de l'état-major français correspond à peu de choses près
à ce que les plans initiaux de l'état-major allemand avaient prévu. Les premières versions de ce que l'état-major allemand appelle le Fallgelb, le plan jaune, qui est le plan d'offensive à l'ouest, c'est un remake du plan Schlieffen de 1914. C'est-à-dire, on passe par la Belgique, mais avec des objectifs bien plus limités qu'en 1914. C'était uniquement le plan allemand de départ, conquérir des bases navales, des ports sur les côtes de la Manche, avancer dans le nord de la France, et puis on verrait bien ensuite ce qui se passerait. Et le problème, si vous voulez, c'est que les deux protagonistes, l'état-major français d'un côté et l'état-major allemand de l'autre, vont changer tout leur plan à l'hiver 1940. Du côté allemand, il y a un crash, si vous préférez, d'un avion allemand en Belgique le 10 janvier. Un avion allemand s'est perdu dans le brouillard, et à bord de cet avion, il y a des officiers qui transportent les plans de l'offensive à l'ouest. Les douaniers belges les récupèrent, ils les transmettent aux Français. Ceux-ci, évidemment, sont très contents. C'est exactement ce à quoi ils s'attendaient. Sauf que cette découverte par inadvertance des plans allemands va précipiter un changement qui était en cours et l'adoption d'un tout nouveau plan, le plan Manstein, qui, comme vous le savez peut-être, vise à attaquer non pas en Belgique, l'offensive en Belgique sera un leurre, mais dans les Ardennes, à la charnière la plus faible du dispositif français. Et de son côté, quasiment en même temps, quelques semaines près, au mois de mars 1940, Gamelin, sacrifie, ou en tout cas va placer sa dernière armée de réserve, la 7e armée de Giraud, à l'extrême ouest du dispositif allié, le long de la Manche, et son but est de monter à la rencontre des Néerlandais, des Pays-Bas, que l'on pense à juste titre devoir être envahis, pour leur tendre la main. Mais ce faisant, Gamelin sacrifie sa dernière grande armée de réserve, et donc, des deux côtés, c'est ce qu'il faut comprendre, tout se joue sur un coup de dé. Il n'y a pas de plan B. Ça passe ou ça casse, et c'est vrai côté allemand, comme c'est vrai du côté allié. Donc, les choses étaient-elles jouées d'avance au 10 mai 1940, quand s'ouvrent les hostilités à l'ouest? Certainement pas. Clairement, il y avait des conditions défavorables, mais c'est un engrenage de retard à la décision, de bévue, où se révèle bien sûr une usure et une lenteur du commandement français qui va expliquer cette défaite. Mais si on veut en faire un bilan, c'est quand même 60 000 soldats français au moins tués au combat du 10 mai au 25 juin, 123 000 blessés, donc ce n'est pas une guerre pour rire. Et du côté allemand, si l'on additionne les 30 000 tués et les 20 000 disparus, qui sont en règle générale, qui deviennent des tués, on a 50 000 morts et 117 000 blessés. Alors je sais bien qu'il faut aussi ajouter des pertes britanniques, belges ou néerlandaises, mais ce n'est pas une guerre pour rire, et on n'est pas du tout dans la 7e compagnie. Pas du tout. Alors, quelle est la mémoire donc de cette défaite courte, mais qui s'est précédée par des combats violents, brutaux, où il y a beaucoup de morts en quelques semaines? Si vous additionnez les pertes françaises, allemandes et britanniques, vous arrivez à quasiment 130 000 morts en quelques semaines. Donc ce sont des chiffres de pertes qui ne sont absolument pas négligeables, et je ne parle pas, bien sûr, de la perte de matériel. L'armée allemande perd du matériel, beaucoup d'avions, beaucoup de chars. Donc encore une fois, ce n'est pas une guerre pour rire. Alors, comment se fait-il que sa mémoire soit aussi brouillée aujourd'hui, une mémoire brouillée de cette défaite, comme j'ai pu l'écrire dans un article? Alors, il y a un problème général qu'il faut rappeler, c'est qu'au XXe siècle, encore plus au XXIe siècle commençant, la mémoire s'alimente principalement à deux canaux essentiels. Le premier canal, c'est le souvenir des participants à un événement. Et là, on pense tout de suite aux poilus de 1914, à leurs puissantes associations. Je rappelle qu'il y a à peu près 6 millions de survivants de 14-18 en France en 1918, et sur ces 6 millions, plus de 3 millions vont adhérer à des associations d'anciens combattants. C'est le plus grand phénomène associatif de l'histoire de la France au XXe siècle. Et ces anciens poilus ont porté un souvenir très activement, résumé dans des formules que tout le monde connaît et qui ont configuré la mémoire nationale. Plus jamais ça, d'un côté, et restons unis comme au front, de l'autre côté. Et donc, on peut dire que là, on voit bien que le souvenir
des acteurs de 14-18 à configurer la mémoire que l'on a de l'événement. L'autre canal, c'est l'image de cinéma, l'image de télévision, aujourd'hui l'image que l'on a sur Internet, et puis je dirais très secondairement, en bout de ligne, l'école et l'État. Voilà ce qui fait qu'on se souvient de quelque chose, ou qu'on croit se souvenir de quelque chose, beaucoup plus, malheureusement, que les livres des historiens. Ceux-ci aimeraient bien qu'ils soient davantage lus, mais ils ne le sont pas assez, et on peut le dire, ce n'est pas eux qui configurent la mémoire collective. Alors, qu'est-ce qui configure donc la mémoire de 1940 ? Très peu les souvenirs des acteurs. Vous avez un livre d'un de mes collègues, Rémi Dalisson, qui est paru il y a quelques semaines, qui s'appelle « Les soldats de 1940, une génération sacrifiée ». Et qu'est-ce qu'il veut dire dans son titre ? Il veut dire que c'est une génération qui a été sacrifiée par la mémoire. Clairement, le soldat de 1940, il est émotionnellement marginalisé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi il est émotionnellement marginalisé ? Parce que vaincu, il n'incarne ni la souffrance, ni l'héroïsme, ni la jeunesse. En 1945, quand la guerre se termine, qu'est-ce qui incarne la souffrance ? Les déportés. Et à cette époque, ce sont surtout les déportés politiques auxquels on pense, avec leur fameuse tenue rayée que l'on voit sur les quais des gares, rentrer de Buchenwald, de Dachau, de Ravensbrück. Ça, c'est la souffrance. Et quant à l'héroïsme ou à la jeunesse, qu'est-ce qu'il incarne ? Les résistants ou les soldats de Leclerc ou de Delattre. Et donc, quand vous regardez les deux facettes, le soldat de 1940, il n'est là-dedans nulle part. On lui reproche d'avoir été battu, on lui reproche de très mauvaise foi d'avoir passé une captivité pépère pendant 4 ans en Allemagne, ce qui n'est pas vrai, mais on a cette représentation-là, alors qu'on connaissait les privations, les bombardements et les combats de la libération. Et donc, quelque part, le vaincu de 1940, très vite, sa place mémorielle, elle est prise par d'autres, le déporté, le résistant, le soldat de Leclerc, le Français libre, et sa vraie place, il ne la retrouvera jamais. Et donc, ce ne sont pas les associations de combattants de 40 qui vont façonner notre mémoire. Et d'ailleurs, quand vous remarquez bien, il y a des associations locales, les anciens de l'armée des Alpes, une association comme Flandre-Dunkerque, qui est la plus grosse, qui a regroupé pendant longtemps les combattants des Flandres et de Dunkerque, mais où vous n'avez pas du tout l'équivalent des grandes associations nationales qui avaient été créées à l'issue de la Première Guerre mondiale. L'Union nationale des combattants, l'Union fédérale des combattants, l'ARAC, vous n'avez rien de tel. Et donc, que vont faire les combattants de 40 ? Soit ils vont rejoindre, quand on les admet, ce qui n'est pas toujours facile, les grandes associations issues de 14-18, et je rappelle qu'en 1945, il y a encore des centaines de milliers de vétérans de 14-18 qui sont en vie, soit ils restent dans leurs amicales régimentaires, les anciens du régiment un tel, du bataillon un tel, et globalement, ils ne percent pas dans la mémoire. Et donc, qu'est-ce qui va orienter, configurer notre mémoire ? Les images. Alors ça, c'est le propre de notre époque contemporaine. Vous avez un philosophe comme Régis Debray qui dit qu'aujourd'hui, c'est le m'as-tu vu qui a remplacé le m'as-tu lu. Il faut avoir vu, lire, ce n'est pas essentiel. Et c'est un peu ça qui se passe pour le souvenir de cette défaite. Vous avez 3 grands répertoires d'images qui ont configuré notre mémoire. La fiction militaire, la fiction civile, le film de débâcle et le film documentaire télévisé. Et chacun de ces 3 registres, c'est là que puise notre mémoire l'essentiel des images qui la configurent. Alors la fiction militaire, c'est celle qui va montrer des soldats de 40 dans leur uniforme kaki très caractéristique, et vous avez, je dirais, 4 films, 5 peut-être, mais 4 qui la configurent. Le premier, 1959, La vache et le prisonnier. Fernandel, captif en Allemagne, vaincu de 1940. Et pour ceux qui ont vu ce vieux film, l'histoire, c'est que Fernandel, qui est un paysan, essaye de rentrer en France avec sa vache, et donc il va connaître des aventures diverses et variées, mais quelque part, Fernandel a une allure bonasse,
il est un brave gars, comme on dirait, mais il n'incarne pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, l'héroïsme combattant. Ensuite, une vingtaine d'années après, vous avez surtout la trilogie de Robert Lamoureux. Mais où est donc passée la 7e compagnie? 1973. On a retrouvé la 7e compagnie, 1975. La 7e compagnie au clair de lutte, 1977. Énorme succès public. Quand le premier de ces 3 films sort en 1973, plus de 3 millions d'entrées. Et si vous regardez le box-office de l'époque, le premier film en 1973, c'est Rabbi Jacob. Le deuxième, c'est Mon nom est personne. Et le troisième, c'est la 7e compagnie. Et quand vous ajoutez à cet énorme succès de diffusion dans les salles, de très nombreuses rediffusions à la télévision, où il passe quasiment chaque année sur TF1, avec là aussi de très bons indices au box-office, vous avez des films transgénérationnels qui ont nourri une image stéréotypée du combattant de 1940, un type peu combatif, indiscipliné, prompt à la gaudriole, mais débrouillard. Et c'est d'autant mieux incarné que c'est incarné par des acteurs populaires. Pierre Mondy, en inoubliable chef chaudard, Jean Lefebvre, Aldo Macione. On a là des acteurs très connus, de films comiques, mais pas seulement d'ailleurs. Et le fait que ces rôles de soldats peu combatifs soient incarnés par des acteurs populaires qui nous font rire va diffuser en profondeur une image très stéréotypée du combattant de 1940 qui ne se bat guère et qui passe son temps à fuir. Deuxième registre d'image, la fiction civile. Alors ça, c'est quelque chose d'assez différent, c'est ce que j'appellerais le film de débâcle. Et là, vous avez d'assez nombreux films. Jeux interdits en est le premier exemple, 1952, avec la petite Brigitte Fossé, mais ça continue jusqu'à Suite française, d'après le livre de souvenirs d'Irène Nemirovsky, 2014. Entre-temps, il y a eu Bon voyage de Jean-Paul Rapneau, avec Isabelle Adjani, 2003, et d'autres que je ne cite pas. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce genre cinématographique? Des civils qui fuient sur les routes, en voiture, à pied, en bicyclette, dans des trains, constamment mitraillés par l'aviation allemande, des scènes de désordre, des scènes de panique, qui montrent l'image d'une société qui se défait sous l'impact de l'invasion allemande. Et donc, si vous ajoutez la fiction militaire, ou plutôt si vous combinez la fiction militaire et la fiction civile, vous avez effectivement un paysage d'images qui est peu glorieux, mais alors on peut dire que la défaite est peu glorieuse, mais qui n'en rend pas du tout compte de la violence des combats et du fait que les choses n'étaient pas jouées d'avance. Le dernier registre, c'est le film documentaire télévisé. Et là aussi, il y en a de très nombreux. Le premier, par ordre chronologique, il avait été diffusé sur la chaîne unique qui existait en France en 1964, c'était du temps de l'ORTF, et c'est un film qui s'appelle La bataille de France, Jean Aurel, 1964. Sous le même titre, 10 ans après, sort un deuxième film documentaire qui s'appelle lui aussi La bataille de France, réalisé par Henri de Turenne, dans une série télévisée qui s'appelait Les Grandes Batailles, et une époque où il y avait déjà 2 ou peut-être même 3 chaînes en 1974, et ça nous mène jusqu'à très récemment Apocalypse, Daniel Costel, Isabelle Clarke, depuis en 2009. Et ces 3 films, et je n'en cite que 3, je pourrais bien sûr en citer d'autres, y compris des films à l'étranger, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit depuis des décennies les mêmes images. Les mêmes images. Donc, quand vous regardez le Capital Image de Apocalypse en 2009, on y trouve à peu près, alors pas toutes, mais les mêmes images que Jean Aurel en 1964. Et pourquoi? Pour une seule raison, c'est que le stock d'images dans lequel on puise, qui est censé nous montrer les combats de 1940, la défaite de 1940, et même aussi la débâcle de 1940, d'où viennent ces images? Ce sont des images tournées par les opérateurs allemands de la Propagandstaffel du ministre de la Propagande Joseph Goebbels,
qui a doté ses équipes de tournage de très gros moyens techniques, très très sophistiqués pour l'époque, et ce sont ces images qui sont évidemment à la gloire de l'armée allemande et qui donnent une image très dépréciée du vaincu. C'est la règle du jeu, c'est un film de propagande. Ce sont ces images-là qui sont toujours diffusées depuis plus de 50 ans, comme les images de la défaite de 1940. Et donc, qu'est-ce qu'on y voit? Alors, il y a une image très caractéristique que vous voyez dans les 4 films documentaires que j'ai cités, où on voit un Stuka, donc un de ces avions allemands qui attaquent en piqué avec un bruit de sirène caractéristique. On le voit piquer, puis on voit un deuxième plan où on voit des bombes qui se détachent du Stuka, et puis il y a un troisième plan où on voit un char français qui explose, plutôt qui implose littéralement. Et donc, si on raccorde les 3 plans, eh bien, on a l'impression que le Stuka lâche une bombe qui va tomber pile à la verticale sur un char français pour le détruire. Sauf que, évidemment, si vous réfléchissez un petit peu, vous doutez bien qu'il n'y avait pas un opérateur caméraman à côté du char français pour filmer de telles images, qui a braqué sa caméra vers le ciel pour voir tomber la bombe avec l'équipement de l'époque. Donc, toutes ces images que vous voyez ont été des images reconstituées a posteriori, après les combats, où on a refait les combats. Et donc, ce char français qui explose, ce n'est pas sous l'impact d'une bombe, on l'a, pour reprendre le vocabulaire technique, pétardé. On a placé une charge d'explosif dans un char abandonné, on le fait sauter, et après vous raccordez ça avec des images de bombes et d'avions, et ça illustre la puissance de l'aviation allemande, la puissance de la Luftwaffe et la précision de ses aviateurs. Mais quand vous voyez d'autres images de ces films, des prisonniers français hagards, mal vêtus, sales, mal rasés. Alors, c'est évidemment l'image d'une troupe vaincue, une armée en déroute, et en face, des soldats allemands qui avancent en bon ordre en chantant, des panzers qui se déploient comme à l'exercice, des soldats frais et dispos. Et donc, quand vous montrez le contraste entre l'image du vaincu et le contraste entre l'image du vainqueur, ces images extrêmement soignées ont une puissance irrésistible et donnent une image de la victoire allemande comme quelque chose d'absolument inéluctable et d'une armée aussi puissante qu'invincible, aussi fascinante qu'effrayante. Et en face, c'est vrai qu'en face, vous avez très peu d'images qui ont été tournées pour des raisons que l'on peut comprendre par des opérateurs alliés, sauf en partie à Dunkerque par des opérateurs britanniques. Et donc, quand vous mettez ensemble ces 3 massifs d'images, la fiction militaire, le film de débâcle, le film documentaire, vous avez une vision tout à fait unilatérale de la défaite française qui configure nos imaginaires. Et vous avez en face de ça très peu de films plus équilibrés qui pourraient nous donner une autre vision. Alors bien sûr, on pourrait penser au film de Christopher Nolan, Dunkerque, 2017, avec de très gros moyens, mais sauf dans les toutes premières minutes du film, c'est un film qui oblitère, qui passe sous silence complètement le rôle des troupes françaises, dont le sacrifice a d'ailleurs permis le rembarquement du gros des troupes britanniques dans l'opération Dynamo. Et sinon, vous avez quelques téléfilms. Vous avez un téléfilm avec Guy Marchand qui s'appelle Un pont sur la Loire, où on voit effectivement des soldats français qui essayent désespérément de retarder l'avance allemande, qui se font tuer, mais qui se battent, qui détruisent du matériel allemand, qui infligent des pertes, mais c'est un téléfilm qui n'a pas connu tout de même un grand succès. Et quand vous regardez donc le dernier massif d'images suggérées, c'est la fiction littéraire, puisque la fiction littéraire diffuse aussi des images. Les plus grands succès de cette fiction littéraire, dans des registres très différents, hein, ça va de Un balcon en forêt de Julien Gracq, 1958, à Suite française d'Irène Nemirovsky, qui a été finalement publiée en 2004, ça redouble ces images d'une immense bouillie. C'est le mot qu'utilise Antoine de Saint-Exupéry dans Pilote de guerre, une immense bouillie, qui d'ailleurs furent sans doute les images des acteurs de l'époque. Mais il y a quand même un contrepoint que l'on peut noter, l'album de Tardy, bande dessinée, moi, René Tardy, prisonnier de guerre au Stalag 2B, qui, sous la plume de cet auteur de sensibilité libertaire, antimilitariste, décrit son père qui s'est battu, qui a détruit 2 chars allemands avec le sien, qui a écrasé sous les chenilles de son char un canon anti-char allemand et ses servants, et qui réhabilite de façon inattendue le soldat de la défaite.
Et donc, si on veut faire une synthèse de tout ça, ben, on peut dire que la mémoire de 1940 est une mémoire qui est saturée d'images réductrices, saturée d'amertume, et c'est une mémoire d'images qui ne rend guère justice aux combattants, qui, la plupart du temps, firent leur devoir, je le rappelle, au prix de près de 60 000 tués et en occasionnant des pertes sensibles à la Wehrmacht. Alors évidemment, on pourrait espérer un film à gros budget qui pourrait s'appeler La 8e compagnie à Vorep ou La 8e compagnie à Stone ou à Saumur, où on verrait des images de soldats qui se battent désespérément pour éviter la défaite. Mais il reste un dernier vide qui lui aussi n'a pas été rempli et que je n'ai pas cité au début. J'ai dit dans ce qui configure notre mémoire, pardon, vous avez le souvenir des acteurs, vous avez la fiction, les images, ce qui inclut aussi les images littéraires, et puis vous avez, je l'ai mentionné, mais c'est en dernier lieu, le rôle de l'État. Et effectivement, les présidents, les premiers ministres, qui se succèdent depuis 1945, donc ça fait plusieurs décennies à la tête de la France, ceux qui parlent au nom de la France n'ont jamais vraiment tenu un discours permettant de réintégrer ce qui s'était passé dans la chaîne de l'histoire et de donner un sens à ce qui s'est passé. Je vous cite un discours qui aurait pu être prononcé à propos des événements de 1940. C'est un discours qu'avait tenu François Fillon. Je ne me prononce pas sur le personnage, naturellement, mais quand il était Premier ministre, il avait tenu un discours à Alésia pour l'inauguration d'un musée, et il avait dit que nos défaites sont toujours des défaites fondatrices. Alors, est-ce que la Gaule de Vercingétorix et la France, c'est un débat que je n'aurai pas, mais il dit, voilà, les défaites ont un sens et il faut l'expliquer. Et on peut dire qu'il y a deux présidents qui ont prononcé des discours sur la défaite. Enfin, là, c'est un message, c'est François Mitterrand, qui a adressé un message aux anciens combattants de 40, en rappelant qu'il était des leurs, ce qui est vrai, et son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing, qui a fait un grand discours sur la défaite en 1980, où il rappelle le souvenir du jeune lycéen qu'il était en classe de seconde au lycée Janson de Sailly, et qui raconte le choc qu'a représenté pour lui l'arrivée de motocyclistes allemands à Chamalières en Auvergne, où il était réfugié chez ses parents. Et je dirais que le dernier président qui a essayé de faire un discours, c'est Emmanuel Macron, qui a fait un discours à Montcornet, sur les lieux où Charles de Gaulle avait tenté une contre-attaque le 17 mai 1940. Mais évidemment, quand vous regardez le contexte du discours du président de la République, le 17 mai 2020, je reviens à mes débuts, c'est en pleine crise du Covid. Il a fait ce discours devant un auditoire très clairsemé, quand on voit les images. Et son discours où il dit que la France ne fut pas la victime passive de son effondrement, ce qui est vrai, est un discours qui, évidemment, est passé complètement inaperçu. Et je crois qu'on a là quelque chose d'important à méditer, parce que c'est quelque chose qui taraude la mémoire française, à mon sens, depuis 1940. Vous allez dans un pays comme la Pologne, par exemple, qui a été le premier pays envahi par l'armée allemande, et une armée polonaise écrasée en 3 semaines, mais là aussi écrasée après s'être battue. Les soldats polonais de 1939, en Pologne, sous tous les régimes qui se sont succédés, le régime communiste jusqu'au gouvernement actuel, donc des gens qui n'ont pas du tout la même couleur politique, il y a un point commun, c'est que les combattants polonais de 1939 ont toujours été salués comme des héros nationaux. Salués, fêtés quand ils étaient encore en grand nombre, avec des gerbes de fleurs, des hommages permanents, et on les salue comme des héros qui se sont battus. Ils ont été les premiers à se battre contre l'armée nazie, ils ont perdu, mais ils se sont battus. Et je vous rappelle qu'il faudra attendre au moins 2 ans pour que les armées alliées, à partir de la fin 1942, commencent à inverser l'équilibre des forces et passer à la contre-attaque, et que les premières performances d'autres armées alliées contre les armées nazies ou les armées japonaises, les Britanniques à Singapour, les Britanniques face à l'Africa Corps, l'armée soviétique face à l'invasion allemande, n'ont guère été plus performantes que celles de l'armée française.
le malheur de la France est qu'elle n'avait pas la Manche pour se protéger, ni la possibilité de reculer sur 3000 km, ce qu'il était possible de faire en Union soviétique. Mais je crois qu'on a là, avec cette mémoire de 1940, le cas assez typique d'une mémoire qui est désaccordée au contenu réel des événements. Et ce qui me frappe aussi, c'est que si le travail des historiens a réussi, grâce à leur diffusion aussi dans les programmes scolaires, de donner une image plus juste de la résistance, ou ce qu'a été le régime de Vichy et de son rôle, quelque part, ce phénomène-là ne s'est pas passé pour ce qui est l'événement majeur de l'histoire de la France au XXe siècle, et un événement à conséquence mondiale. Comme je l'ai dit à l'ouverture de l'exposition au CHRD, que j'espère que vous allez visiter nombreux dès sa réouverture, sans défaite de 1940, pas de Shoah. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut méditer pour réfléchir sur l'importance de cet événement. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là pour laisser peut-être la place à un peu de dialogue. Alors, je pense que j'ai rallumé mon micro, voilà. Est-ce que tu peux parler du rôle de Vichy dans la construction de cette mémoire, de ces représentations ? On aurait tendance à penser que Vichy va déprécier les combattants de 40 qui sont issus de la Troisième République. C'est sans doute un peu plus subtil, notamment en ce qui concerne les troupes coloniales. Je pense au Tata sénégalais, qui est un monument assez extraordinaire, inauguré en 1942, à quelques kilomètres de Lyon. Oui, alors ça ne concerne pas seulement les troupes coloniales, ça concerne les combattants français de 1940. Je répète que Vichy crée une organisation pour tous les anciens combattants, ceux de 14-18 et ceux de 40, qui s'appelle la Légion des combattants. Et vous avez, quand vous regardez le premier fascicule qui sort en 1940 de la Légion des combattants, il dit le soldat en kaki de 1940 n'a pas démérité par rapport à son père ou son grand frère en tenue bleu horizon de 1918. Il s'est battu, il a été victime d'un régime pourri. Voilà. Mais le soldat n'a pas démérité. Ça, c'est la lecture de Vichy. Et il ne faut pas confondre le discours de Vichy, qui est plutôt un discours laudateur des combattants et aussi des troupes coloniales, parce que jusqu'en 1942, sans son empire, Vichy n'est pas grand-chose. C'est l'empire, le contrôle du cœur de l'empire, qui est resté fidèle à Vichy, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord et de l'Indochine, qui permet à Vichy d'avoir, je dirais, un certain statut unique dans l'Europe sous contrôle allemand. Donc, on honore les troupes coloniales et on honore les combattants de façon générale. Et il ne faut pas confondre ce discours de Vichy avec le discours des collaborationnistes de Paris, c'est-à-dire les authentiques fascistes français, qui, eux, trouvent que Vichy est beaucoup trop modéré, que Pétain est une vieille baderne, qu'il faudrait une dictature à la fasciste avec des jeunes chefs virils et audacieux. Et là, c'est de ce milieu-là que sortent des phrases comme celle de Louis-Ferdinand Céline, 6 mois de belote, 6 semaines de course à pied, voilà l'armée française de 1940. Expression extrêmement méprisante, mais qui sort du milieu du collaborationnisme parisien, où s'illustre Céline, mais aussi Lucien Rebatté, les décombres. Vous avez un portrait absolument incroyable des troupes françaises de 1940, des types alcoolos, avinés, sales, crasseux, dégueulasses, quoi. Mais ce discours-là, qui est celui du fascisme français, n'est pas celui du régime de Vichy, qui, pour des raisons politiques assez faciles à comprendre, essaye de dire les soldats, l'armée de façon générale, du simple soldat jusqu'au général et jusqu'au maréchal Pétain, l'armée a fait son devoir, mais c'est la démocratie, le régime parlementaire qui était incapable de faire face aux défis, d'où la nécessité de la révolution nationale. C'est ça le discours de Vichy. À chaque fois, il faut que j'appuie sur un petit bouton pour allumer mon micro. Effectivement, est-ce qu'on peut parler d'un espèce de regain d'intérêt sur cet épisode-là ? Peut-être... alors c'est vrai que cette commémoration, elle est passée un peu à la trappe, mais je pense par exemple à des commémorations qui ont lieu toujours autour du Tata sénégalais de la part d'associations africaines, par exemple. Ou est-ce que, alors qu'on arrive dans ce temps de l'histoire finalement, ça rebat les cartes
puisqu'on peut imaginer que les nouvelles générations n'ont pas forcément été Alors, imprégnées de cette ouais, mémoire. alors il y a un regain d'intérêt, à mon avis, sous trois registres. Alors, il y a d'abord des commémorations. euh, Tu parlais de celle du Tata sénégalais et des troupes coloniales. Je pense aussi aux célébrations de l'armée des Alpes, euh, l'armée invaincue qui repousse l'attaque italienne en juin 1940. Et si le confinement et la crise sanitaire ne l'avaient pas en grande partie empêché, il y avait toute une série de cérémonies qui étaient prévues à Modane, Lens-le-Bourg, à Briançon, avec des affiches, des choses qui étaient prévues. Donc ça, c'est le registre des commémorations. Il y a un deuxième registre, c'est celui de la bande dessinée, où on voit depuis maintenant une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, de nombreux auteurs qui écrivent sur la défaite. Alors certains sont dans l'Uchronie. L'Uchronie, c'est l'histoire-fiction. Que se serait-il passé si la France avait continué la guerre? Et donc vous avez une bande dessinée qui s'inspire de l'ouvrage du même titre de Sapir Estora. Mais il y en a deux autres dans la série Jour J, où on voit également une France qui continue la guerre. Et donc, voilà, la bande dessinée, depuis Tardy, et Tardy, sa bande dessinée a une dizaine d'années, redécouvre la défaite de 1940. Et puis, il y a un troisième registre, c'est le registre de l'histoire, puisqu'effectivement, on est entré dans le temps de l'histoire. Et on a vu, mais comme c'est le cas dans tout anniversaire décennal, mais peut-être plus que les anniversaires précédents de 2010 et 2000, pas mal de livres qui sont parus en 2020. Alors peut-être que les conditions ne leur ont pas permis toujours de trouver un public, mais il y a des synthèses intéressantes qui sont parues. Je pense de Rémi Porte, de Rémi Dalisson. On a réédité le très beau livre de souvenirs d'André Beaufre, qui était un jeune officier qui était à l'état-major français, qui est un peu une espèce d'étrange défaite vue du côté d'un état-major. Le livre d'André Beaufre, c'est Le drame de 1940. Donc voilà, on a eu une activité éditoriale. Et donc je pense que oui, on peut, en tout cas je l'espère, redécouvrir à nouveau frais cet épisode en se débarrassant de cette espèce de sédimentation mémorielle accumulée depuis les années 1950, je dirais, depuis La Vache et le prisonnier et Fernandel jusqu'à la 7e compagnie et l'impact qu'elle a pu avoir. On a une espèce de sédimentation mémorielle assez fallacieuse, mais qui existe bien entendu, qui a recouvert le souvenir des combattants de 1940. Et donc, même s'il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui pour le revivre, c'est clair que c'est sans doute une nouvelle page qui s'ouvre dans le réexamen historique de cette défaite. Mais si on réexamine historiquement cette défaite, évidemment, du même coup, il faudrait examiner mémoriellement cette défaite et essayer de déconstruire ces représentations accumulées. Et est-ce que c'est pas étonnant qu'il y ait si peu de mémoire autour de l'armée des Alpes? On avait travaillé un peu avec des étudiants d'anthropologie qui ont tenté de sonder dans la région la mémoire qui Ouais, pouvait alors, exister. Ça avait l'air d'être un épisode très peu connu, voire pas connu du tout. alors c'est très peu connu, il y a très peu de gens qui savent que la France a été en guerre avec l'Italie pendant une quinzaine de jours, hein, entre le 10 juin et l'armistice du 25 juin, et que cette guerre franco-italienne a été marquée par des combats non négligeables, de Menton jusqu'à la Haute-Savoie, donc des Alpes-Maritimes jusqu'à la Haute-Savoie, où Mussolini lance une offensive dans le but de se tailler lui aussi une part du territoire français et revendiquer l'annexion à l'Italie de la Corse, de Nice, de la Savoie, mais aussi de la Tunisie. Et alors ces combats, pourquoi sont-ils oubliés? Je dirais parce que, alors d'abord, ils ont duré peu de temps. Ça dure une semaine à peu près, puisqu'il y a un délai d'une semaine entre la déclaration de guerre de l'Italie et l'engagement effectif des hostilités. Donc ça ne dure pas beaucoup de temps. Et puis c'est noyé dans la défaite générale. C'est-à-dire que la victoire de l'armée des Alpes, puisque c'est une défensive victorieuse qu'elle conduit, qui, y compris, fait face relativement efficacement aux Allemands quand ils essayent de tourner l'armée des Alpes par le nord, c'est noyé dans le maelstrom de la défaite. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette histoire de la bataille des Alpes, c'est qu'elle montre bien qu'avec exactement le même matériel, les mêmes hommes, parce que les soldats de l'armée des Alpes sont les mêmes que ceux de la 7e compagnie tant décriée,
on pouvait aboutir à de tout autres résultats avec un commandement énergique, réactif, rapide de réaction, qui prend les bonnes décisions au bon moment, et ça donne des résultats qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc là, on revient à l'explication majeure de la défaite de 1940, qui est celle de magistrale faute de commandement, qui, dans une guerre moderne et dans un pays qui a de bonnes routes et un territoire pas très, très étendu, peut aboutir très, très vite à un désastre. Donc, c'est noyé dans une espèce de maelstrom de défaite, même si localement, il y a effectivement des souvenirs dans certaines communes de Savoie ou de Haute-Savoie qui ont été occupées par l'armée italienne. Il y a quelques souvenirs, mais tout ça s'est noyé. Et là, il n'y a jamais eu d'exploitation cinématographique de cette guerre franco-italienne. On a beaucoup d'images, quoi qu'on puisse en penser, de la guerre de 40, comme on dit parfois, mais on n'a pas d'image, à ma connaissance, de cette guerre franco-italienne. Finalement, le souvenir le plus émergent, ça reste comme l'exode. Dans les familles, les récits familiaux dont on a pu bénéficier, enfin les gens de ma génération, des grands-parents notamment, c'est surtout sous le sceau de l'exode et de cette aventure incroyable pour des gens qui, en plus, bougeaient pas beaucoup à l'époque. Oui, tout à fait, je crois que c'est l'exode. En sachant bien, d'ailleurs, bon, il y a de bons livres qui ont été faits sur l'exode, où on voit bien que, pour une part, une certaine partie de ce qui est devenu l'exode avait été prévue par les autorités françaises, qui avaient mis à l'étude, dès 1938, des itinéraires de repli. Et par exemple, les Ardennes devaient aller vers la Vendée et les Deux-Sèvres. Il y avait des routes qui étaient tracées pour évacuer les départements les plus proches du front. Et ceux qui sont partis les premiers, je pense aux Ardennes en particulier, leur évacuation s'est faite, je ne dirais pas bien, hein, puisque une évacuation de toute une population, ça ne se fait jamais bien, mais disons, ça s'est fait dans un désordre limité ou un ordre relatif, et ça a alimenté des jumelages internes à la France entre des communes des Ardennes et des communes de Vendée et des Deux-Sèvres, qui effectivement étaient sans doute des départements et des populations qui n'avaient guère l'occasion de se rencontrer. Effectivement, dans une France qui ne bouge pas beaucoup, on voit mal un Vendéen ou un habitant de La Roche-sur-Yon aller à Charleville-Mézières et un habitant de Charleville-Mézières aller en Vendée, alors sauf peut-être pour quelques commerçants ou quelques fonctionnaires, mais voilà. Et donc, ce qui a donné plutôt cette image absolument désastreuse, qui est l'image d'une réalité désastreuse de la débâcle, c'est la deuxième phase de la débâcle, quand là, l'avance allemande touche des départements qui n'avaient pas été inclus dans une prévision de déplacement de population. Il y a des départements qui ne sont plus des départements frontaliers, et bien sûr, au premier chef, la région parisienne. Quand l'avance allemande arrive sur Paris, là, c'est toute une agglomération qui va se déverser sur les routes, en prenant les routes du sud, et en particulier des ponts de la Loire. Et là, l'exode change de dimension avec l'entrée en jeu de l'agglomération parisienne. Et ça, évidemment, il n'était pas prévu d'évacuer toute l'agglomération parisienne, puisque les plans ne concernaient que les départements frontaliers. Et pour beaucoup de familles, finalement, la représentation de la guerre, c'est à travers les récits des réfugiés ou à travers ce simple vision de ces flots de population civile sur les routes que ça va se construire. Oui, tout à fait. C'est l'exode, et j'ajouterais aussi la captivité. Oui. C'est l'exode et la captivité, puisqu'il y a quand même 2 500 000 prisonniers français qui sont faits en mai-juin 40, et on l'oublie peut-être un peu, c'est 10% des adultes masculins, c'est absolument énorme, et c'est le plus gros contingent de prisonniers de guerre dans des camps de prisonniers en Allemagne, derrière les soviétiques, qui les rejoindront dans des camps beaucoup plus durs après 1941. Quand vous avez les composantes des prisonniers de guerre, je ne parle pas des déportés, dans les stalags et les oflags, les premiers sont les soviétiques, en nombre, alors de façon écrasante, et en numéro 2 sont les Français. Et donc là, c'est une expérience assez traumatisante pour à peu près 1 500 000, puisqu'il y a eu des libérations anticipées, entre autres des Alsaciens lorrains et d'autres catégories de prisonniers. Mais l'expérience de la captivité, vous avez quand même 1 500 000 Français qui ont passé, pour certains, 4 ans en Allemagne. Plus de 4 ans en Allemagne. Donc c'est une expérience traumatisante, y compris de familles brisées, de gens qui reviennent en 1945 dans des uniformes qui apparaissent comme vieillots, locteux, ces tenues kaki de 1940, alors qu'en face, il y a le jeune FFI avec son brassard, sa stène au poing, il y a le soldat de l'armée de Lattre ou de l'armée Leclerc, il y a ces jeunes soldats alliés britanniques ou américains, et on a, pour la souffrance,
celui qui les bat dans toutes les dimensions, le déporter. Et donc, qu'est-ce qui reste comme place aux captifs? Aucune. Sinon, de devenir fernandélisé, comme le dit mon collègue Rémi Dalisson, en étant représenté par Fernandel dans La Vache et le prisonnier. Et donc, c'est vrai, quand vous ajoutez, comme souvenir dans les familles, l'Exode et la captivité, je dirais que là-dedans, les combats disparaissent. Ou en tout cas, ils n'ont pas la place mémorielle qui est occupée par l'Exode et par la captivité. Et je crois que c'est sans doute là la base événementielle, la base matérielle, pourrait-on dire, de la sous-représentation des combats dans la mémoire que l'on a de cette défaite. Et effectivement, d'un point de vue musée, on voit arriver dans nos collections, depuis une dizaine d'années, des très grandes quantités d'objets, de documents relatifs à la captivité, mais qui ne sortaient pas des familles jusqu'à maintenant parce qu'il y avait ce sentiment de ne pas être légitime, surtout pas dans un musée centré sur l'histoire de la résistance. Et c'est très clairement depuis 2009, depuis qu'on a présenté une exposition sur les prisonniers de guerre, qu'on a vu arriver ces familles avec des choses parfois très, très intéressantes, très émouvantes, mais dont la valeur semblait pas acquise pour ces familles, parce que justement, c'est une mémoire qui est quand même restée silencieuse très longtemps. Tout à fait, oui. Sur la captivité, d'ailleurs, je pense à une chose qui n'a jamais été vraiment explorée par les historiens, y compris par moi d'ailleurs, c'est le fait que l'ampleur de la captivité masculine, ce sont des jeunes adultes, en tout cas des adultes masculins qui sont capturés, est quelque chose qui entrave le développement de la résistance. Et ça, c'est une chose à laquelle je crois on n'a pas assez réfléchi. La résistance, qui dans une société comme celle de 1940, avait nécessairement une surcomposante masculine. Bon, on peut discuter des femmes dans la résistance, mais elle est majoritairement masculine, mais quelque part, un vivier dans lequel elle aurait logiquement dû puiser, c'est le vivier des combattants. Puisqu'un combattant, il a fait la guerre, il a su se servir d'une arme, il a l'expérience d'une discipline. Or, beaucoup de ces combattants, pas tous, mais beaucoup, sont en captivité. Et donc, quelque part, la résistance a été handicapée par cette absence massive de jeunes adultes, en tout cas d'adultes masculins, dans son développement. Et ça, c'est une chose à laquelle on ne pense pas. Et donc, effectivement, là, aujourd'hui, le souvenir de la captivité revient. Alors, on a aussi des films, d'ailleurs, surtout des films étrangers qui montrent des captifs de camps de prisonniers de guerre. Mais là aussi, on peut dire que le cinéma français, alors, qui est très prolixe pour nous montrer l'Exode, pour nous montrer des films comme La 7e Compagnie, il n'a pas fait de grands films sur la captivité militaire depuis très longtemps. Alors, on a eu La Vache et le prisonnier, on a eu Le Caporal épinglé, avec Pierre Brasseur, je crois, et tout ça, c'est les années 60. Donc, c'est des films déjà très anciens, de plusieurs décennies, et il y aurait quand même, sans doute, à revenir sur cette captivité, ce qu'elle a représenté pour des centaines et des centaines de milliers d'adultes français qui se retrouvent transplantés en Allemagne, et souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Elles sont meilleures pour les officiers, mais souvent, alors bien sûr, ce ne sont pas les camps de concentration, encore moins, bien sûr, les sites de mise à mort des nazis en Pologne, mais ce sont quand même des camps d'une captivité particulièrement rude, parfois brutale, et ça, je dirais que c'est aussi quelque chose qui appartient à l'auréole maléfique de la défaite et qui rend difficile de s'en saisir et de comprendre que ce n'était pas donné d'avance et que cette défaite n'est pas le produit de soldats qui ne se sont pas battus, qui ont laissé passer les Allemands, chose qu'on retrouve très régulièrement colportée dans les forums sur Internet, regardez les forums d'histoire. Chaque fois que vous regardez des images en 1940, vous regardez les commentaires qui sont en dessous, surtout quand c'est des commentaires anglo-américains, qui sont extrêmement dépréciatifs pour la France, son armée et son image. Et donc là, il y a quelque chose d'important qui se noue, mais évidemment, pour dénouer ces représentations, le travail des historiens ne peut être qu'un point de départ. On le sait bien, on est battu par les images et on est battu par la puissance de la fiction. On va quand même résister. Mais on va quand même résister. Merci beaucoup, Gilles. Donc, merci. On peut retrouver une partie du contenu de ton intervention dans un article que tu as
écrit dans le catalogue de l'exposition, qui porte le titre de l'exposition, Une étrange défaite, donc qui est aux éditions Libelle. On pourra l'acheter au musée quand le musée sera ouvert. Et puis peut-être signaler la sortie d'un ouvrage aux éditions Libelle aussi, qui s'appelle Loin des fronts, un ouvrage que tu as dirigé. Si tu veux peut-être en dire un mot, c'est sur l'histoire des commémorations. Oui, alors cet ouvrage, Loin des fronts, est un ouvrage que j'ai co-dirigé avec Philippe Annus dans le cadre du réseau Mémora, dont Isabelle fait partie comme le CHRD. Et c'est un ouvrage dans lequel on a essayé de revenir sur les commémorations, surtout des conflits du XXe siècle, donc 14-18, 39-45, avec tout ce que ça implique, la résistance, la déportation des Juifs, etc. Mais aussi de conflits comme la guerre d'Algérie et d'événements plus anciens, par exemple les 100 jours de Napoléon et sa remontée à la Fraye, ou les commémorations de Vercingétorix à Gergovie, près de Clermont-Ferrand. Donc on essaye de donner un peu une image de qu'est-ce que c'est que commémorer les conflits aujourd'hui, avec une originalité de cet ouvrage qui est de se concentrer sur l'espace de notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, donc du Puy-de-Dôme au Mont-Blanc, de la Dombes à la Drôme provençale. Et donc, on essaye, dans cet espace très hétérogène, où certains espaces ont connu la guerre sous sa forme classique, je pense à la frontière des Alpes, je pense à Chasselet, je pense à l'Ain, là on a eu une guerre classique, d'autres ont connu la guerre de Maquis, d'autres n'ont connu que l'occupation, mais voilà, on a essayé de décliner qu'est-ce qu'on pouvait commémorer des conflits, pas seulement de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de la Deuxième Guerre mondiale sur cet espace. Et pour ceux qui voudront bien se procurer ce livre, ils verront aussi qu'il a une très très belle iconographie. On a de très beaux cahiers de photographie, des portfolios qui représentent des commémorations avec un phénomène récurrent maintenant dans les commémorations, c'est la présence de groupes de reconstitution, c'est-à-dire de gens qui s'habillent en maquisards, en poilus, en soldats de Napoléon. Et c'est quelque chose qui est en train d'envahir le dispositif commémoratif. Et je crois que c'est intéressant à essayer d'observer l'évolution que peut prendre ce phénomène. Avec là aussi, pour parler de la Deuxième Guerre mondiale, on commémore aujourd'hui essentiellement la résistance. Et d'ailleurs, en 2014, pour le 70e anniversaire de la Libération, François Hollande, quand il est venu dans notre région, il est venu au Montboucher, il est venu à Oyonnax, dans l'Ain, et il est venu à un troisième endroit, dont je ne me rappelle plus. Donc voilà, c'est Manuel Valls, son Premier ministre, qui était venu dans le Vercors. Voilà, les deux têtes de l'État sont venus dans 3 lieux qui correspondent à des lieux de maquis. Mais aucun président n'est jamais venu sur les lieux de la bataille des Alpes et des combats contre l'armée italienne. Il a fallu un secrétaire d'État il y a une vingtaine d'années pour inaugurer un monument à Voreppe, mais personne de plus haut placé ne s'est déplacé pour faire de telles commémorations. Donc les commémorations sont intéressantes parce qu'elles commémorent, mais aussi parce qu'elles ne commémorent pas. Et dans ce volume, si vous le lisez, vous verrez qu'il y a un très bel article d'Audrey Mallet sur Vichy, une ville où tout le monde sait, tout le monde devrait savoir ce qui s'est passé, mais il n'y a rien dans ce que distribue l'Office de tourisme ou dans les plaques et signalétiques municipales qui indiquent que l'hôtel du Parc a été le siège de l'État français pendant 4 ans. Voilà, donc commémorer ou ne pas commémorer, c'est toujours révélateur de choix, alors, explicites ou implicites, mais c'est ce qu'on essaye d'aborder dans cet ouvrage collectif. Merci beaucoup Gilles, merci de votre attention à tous. Et donc le musée rouvre normalement le 16 décembre. Bonne soirée à tous.